Bonjour pour ce chronique Minuteman, épisode numéro 9. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, et faire un débriefing du livre Dynamique solaire de l'aliénation mentale à l'être intégral. Pourquoi l'humanité vit une crise existentielle, entre parenthèses, donc un livre écrit par Christelle. Christelle, Oui. bonjour. Bonjour Mehdi. Donc, présente-toi un petit peu rapidement, même si je viens de le faire. Alors, mon prénom c'est Christelle du coup. Ce bouquin, je ne l'ai pas édité sous mon nom, sous mon prénom. Il est édité sous J. Deverin, qui est un pseudo. Je fais partie des constituants Île-de-France, notamment du département 94. Et je me suis essayée à la métaphysique, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Et c'est, je trouve, un sujet qui permet de comprendre le monde à l'heure actuelle. Pourquoi on en est arrivé là? Effectivement, la métaphysique permet de le comprendre. D'accord. Donc c'est un livre que je rappelle qui est sorti aux éditions thebookedition.com, thebookedition.com. Alors c'est un site internet, donc c'est de l'autopublication. L'avantage c'est que sur ce site internet on met le manuscrit et les gens commandent directement. Donc il n'y a pas d'avance à faire, hein, comme dans la plupart des maisons d'édition en auto-édition. Et en même temps ça permet pour l'auteur d'être maître toujours et en pleine possession de son manuscrit. D'accord. Et c'est ça qui m'intéressait. Oui, c'est un avantage. C'est vrai qu'on voit aussi maintenant des grosses sociétés qui font ce genre d'opération comme Amazon. Oui. On peut éditer son livre chez Amazon. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Ils ont. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. D'accord. Je ne sais pas. Je croyais qu'ils faisaient que de la revente, tu vois. Non, je crois ils tapent dans tout maintenant. Ah, ils tapent. En même temps, c'est pas étonnant. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est pas un débriefing d'Amazon. On va plutôt débriefer ce livre Dynamique solaire. Et je vais en venir à l'introduction du livre, où je vais vous citer un passage. Par le sacre, la monarchie se lie à l'Église, l'Europe au christianisme. Bien que la monarchie et l'Église représentaient jadis les deux repères archétypaux de la psyché humaine en tant que directeur de conscience, et c'est invariablement ce modèle que le mental réclame. C'est également l'alliance sur Terre du temporel et de l'intemporel, amenant le juste équilibre. Les Lumières ont, avec la Révolution française et sa morale mentale, la laïcité donné l'impulsion de destruction de ce modèle devenu trop conservateur, féodal et absolutiste. La République, en se positionnant en contre-monarchie, et la laïcité en contre-morale de la religion catholique, ont bouleversé ses repères fondamentaux. La Marianne nourricière symbolisa la mère et l'État laïque, étayé par la laïcité, devint le père garant de l'autorité. Cette double représentation symbolique a imprégné la politique entre la gauche mère et la droite père, engendrant la loi de l'alternance sur les 10 repères. Cependant, la laïcité ne peut tenir ses promesses d'assises solides, car elle est un naturalisme supprimant toute forme de transcendance. La fonction symbolique du Père est supprimée, donc Dieu est tué. Ayant supprimé l'intemporel, elle détruit le principe de fraternité, et ceci au profit exclusif d'une égalité reposant sur l'avoir. La chicane permanente des partis politiques est un jeu cynique qui exacerbe l'infantilisme et manipule les manques psychologiques des foules afin de les maintenir sous la coupe de leurs maîtres, les grands spéculateurs financiers. Donc voilà, je trouve que c'est une introduction qui démarre très très fort, ça tape direct dans le mille. Et voilà, c'est pour ça que ce passage-là, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Christelle, par rapport à cette introduction du livre? Alors c'est une introduction qui résume quand même pas mal de déroulés historiques, qui est un peu plus repris, je dirais, dans la seconde partie. Après, qu'est-ce que j'en ai à en dire? Non, je crois que tout est dit, hein, finalement, dans l'introduction. C'est assez clair. Voilà, je pense que c'est assez clair. Ouais, c'est vrai que j'en ai dit pas mal sur l'introduction, qui nous amène au premier chapitre. Alors ça, c'est un petit bout de l'introduction. Hein, c'est un petit bout de l'introduction. Je ne vous ai pas tout cité, hein, bien sûr. Hein, ça, après, c'est à découvrir dans le livre, pour les gens qui voudront se le procurer. Mais c'est un petit passage, et on va dire c'est un bon passage de l'introduction. Donc là... Parce que la fin de l'introduction, j'amène... Alors, je suis désolée, je ne tournais pas. J'amène une phrase, me semble-t-il, qui est assez importante quand je dis « Dans la première partie, nous verrons quelles sont les matérialisations de la pulsion de destruction, donc l'entropie sociale finalement, habitant l'homme,
et comment cela se manifeste. Donc la première partie, c'est vraiment, je détaille les concepts, je dirais, qui amènent une destruction psychologique chez l'homme. Et dans la seconde partie, j'ai essayé d'exposer les enjeux de cette force dynamique qui anime tout l'univers, finalement, et à laquelle l'homme est soumis. Et donc essayer d'expliquer un petit peu quelle est cette force qui pétrit la substance humaine en profondeur. Et bon voilà, je ne vais pas en dire plus, on verra ça tout à l'heure. Donc très bien Christelle, on en vient donc au premier chapitre, la pensée quelle cabale. Donc ce que j'ai pu retenir, c'est un passage qui a été écrit par Youssef Indy, dont je ne me rappelle plus le titre. Est-ce que tu t'en souviens? Je vais d'abord te lire le passage et si... Ah bah non, on ne l'a pas. Mais c'est pas grave, on trouvera le lien. Ah si, exact. Bon, enfin, je vous lis le passage quand même de Youssef Indy, qui affine: le messianisme juif a connu une phase de transition entre la fin du XVIIe siècle et le courant du XVIIIe siècle, avec le courant sabbato-franquiste, ce puissant mouvement historique, messianique, apocalyptique et antinomique, s'opposant à Dieu et à la loi naturelle, entre parenthèses, qui est né avec les faux messies Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, l'un faussement converti à l'islam et l'autre au catholicisme, a tracé une voie menant à un messianisme athéiste qui donnera une apparence matérialiste au vaste projet messianique. C'est de ce mouvement que vont naître les révolutions utopiques libertaires et socialistes. Tu as un truc à dire par rapport à ça? Alors je trouve que Youssef Indy est la personne qui a le plus peut-être creusé la question à l'heure actuelle sur cette pensée, cette cabale qui agit en l'humain à l'heure actuelle. Donc lui en fait vraiment le déroulé historique du sionisme. Et je montre dans ce passage-là que le sionisme n'est qu'une idéologie, c'est une pensée qui habite les hommes à l'heure actuelle, et que cette pensée qui habite les hommes n'est pas là par hasard. Elle répond à un impératif. Cet impératif étant de faire expérimenter à l'espèce humaine le plus de concepts possible afin que cette force dynamique puisse s'expérimenter à l'homme, bien entendu. Et le sionisme est en même temps l'incarnation, mais parfaite, de la division en l'homme. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, on est vraiment on est vraiment dans une sacrée convergence finalement. On est dans un moment de grand dévoilement. Et peut-être que les temps apocalyptiques, c'est ça, hein, c'est le temps du grand dévoilement. Et le sionisme nous fait la grâce de dévoiler ce qui divise l'homme en lui-même. Alors il y a cette partie-là donc, que tu dis, le sionisme, mais je pense qu'il y a une autre partie aussi, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, l'économie de marché, qui détruit pour moi, c'est mon avis personnel, qui détruit tout. Absolument. Tout, les religions, les partis politiques, qui détruit tout. Oui, oui, tout à fait. Et le sionisme est venu là pour détruire de toute façon. Il a commencé par l'infiltration des loges, donc comme nous l'explique Youssef Indy. Il y a eu une infiltration des loges d'abord dans le jacobinisme, et puis après, donc, cette pensée sioniste a commencé à s'introduire dans les loges maçonniques, et finalement les loges maçonniques ne sont qu'un outil du sionisme, mais pour détruire tous les repères. Donc en fait, c'était la destruction de la monarchie, c'était la destruction de l'Église, au profit, effectivement, tu as raison, de la valeur marchande, de la valeur d'échange, de la marchandise, telle que l'a défini Cousin, en fait. Donc c'était l'avènement de l'avoir sur l'être. C'est ça. Et quelque part, cette pensée kabbalistique est venue pour détruire tout ça. Cette destruction est une grâce, au sens métaphysique du terme. Mais au sens du métaphysique, c'est une grâce. Pourquoi ? Parce que c'est en n'ayant plus de repères que l'être pourra émerger. Tant qu'il y a des repères de représentation pour la pensée humaine, l'homme est dans le non-être. Dans le non-être. Très bien. On enchaîne toujours dans le même chapitre, toujours
sur ce premier chapitre où tu cites un passage. D'une part, il fallait conforter la population dans le juste choix de l'athéisme et conférer de fait dans les cerveaux une légitimité à la laïcité, tout en occultant son origine réelle, une mystique tribale et ethnique non universelle. Et d'autre part, il fallait cacher les atrocités qu'elle-même commet, en instillant auprès des Occidentaux le dogme de l'autodéterminisme des peuples et des droits de l'homme. À l'égalité, la société occidentale a basculé dans un individualisme narcissique qui contraint toute possibilité de fraternité et de liberté. La laïcité en tant qu'émanation de l'idéologie juive est la religion du diviseur en l'humain ayant usurpé la place de Dieu pour sa propre conservation. Christelle. Donc là, si je devais en donner en fait une définition de tout ce qui est écrit, hein, ou une explication succincte, je dirais que l'homme est en train d'évoluer. Il y a une évolution sur l'espèce humaine. Évolution, oui. Je crois que les gens qui étaient empreints de matérialisme pensaient sûrement, enfin peut-être, hein, c'est moi qui le dis en tout cas, que l'homme était arrivé à sa forme finale d'évolution. Qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Ça, je le remets en question, étant donné que l'être générique, il est en perpétuel jaillissement de lui-même. Et il y a quelque chose en l'homme qui le pousse à évoluer. Ouais. Et ça, je l'explique dans la deuxième partie. Pourquoi ça le pousse à évoluer, donc on verra peut-être ça dans la deuxième partie. Finalement, l'homme est en constante évolution, il va évoluer, il va passer d'une forme mentale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, à une autre forme. Mais il y a une peur de l'inconnu, et cette forme mentale, cette mentalisation lutte pour ne pas mourir. En gros, c'est ça. C'est ça. Une lutte intensive. Une lutte intensive, mais d'abord en l'homme. À l'intérieur de chaque nous. humain. Voilà, à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. C'est ça. Donc je continue toujours dans le chapitre. Le système écrase avec violence ceux qui dénoncent le mensonge de l'idéologie spéculative, dominante et la prise de pouvoir généralisée du sionisme. En détruisant la liberté d'opinion, le système autorise une liberté d'expression individuelle uniquement superficielle, faisant le jeu de l'individualisme narcissique, tout en réprimant férocement la liberté d'exprimer une idée différente de la pensée dominante. L'action du messianisme actif affiche un déploiement historique long et patient tant qu'il est méticuleux. Il a dû s'infiltrer au sein des différents courants religieux, chrétienté, islam et politique, Occident et Moyen-Orient, pour les faire éclater de l'intérieur. Une fois le repère spirituel écarté et la division communautaire, ethnique et religieuse installée, l'implantation de cette mystique dans la psyché individuelle put rentrer comme dans du beurre. Christelle. Ce paragraphe-là que tu viens de lire, en fait, il résume quelque part deux millénaires en fait, de déroulé historique. Puisque si je m'en réfère un petit peu à Jean Solaire ou à Indy, ils disent que cette pensée de l'idéologie sioniste a commencé à voir le jour avec le messianisme actif au moment où la gnose fut créée, donc il y a 2000 ans. Donc pendant 2000 ans, en fait, il a fallu 2000 ans finalement pour que cette pensée mûrisse, s'infiltre partout. D'ailleurs, c'est Bernard Lazare qui disait que le sionisme devait infiltrer toutes les institutions. Donc ça s'est infiltré partout. Mais comme la pensée s'est infiltrée partout dans l'humain. Le collectif est à l'image de l'individu. L'individu est une foule de manteaux, un mental des manteaux, hein. C'est pas le manteau qu'on suspend sur le portefeuille. Oui. Pour les gens qui... Hein. Voilà, l'humain est une foule de manteaux, et il y en a toujours un qui tire à U et l'autre qui tire à Dia. C'est-à-dire que le corps physique peut avoir faim, et puis finalement il faut aller à un autre endroit, donc ça va rationaliser, non mais tu as faim mais on va aller à un autre endroit, ou alors c'est le cœur qui prend le dessus sur la raison. On le voit, oui. C'est toujours le conflit interne. Toujours. Mais dans le collectif, c'est la même chose qui se passe. Ouais. L'actualité nous le montre. Je veux dire, le conflit des Gilets jaunes, les crises communautaires, les guerres qui se déroulent tout le temps sur le sol de la planète. Comme on dit, c'est divisé pour mieux régner. C'est toujours le même je dis que
la division qui existe sur le plan collectif humain existe en premier lieu sur le plan individuel collectif. Et la prise de conscience, elle apparaît, elle a eu du mal à apparaître, je trouve. Et encore, même aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une prise de conscience Ouais, qu'il n'y a pas d'unité à l'homme? Je parle dans notre cas à nous, ce qu'on a pu vivre depuis un an avec le mouvement des Gilets jaunes. Après, c'est sûr que là, on voit, ça se révolte de partout, sur toute la planète. Ouais. Ouais, je trouve pas qu'il y ait d'unité dans le mouvement des Gilets jaunes pour le moment. Mais pas une... Ouais, c'est un bien grand mot, hein, encore. Ouais. Unité. Il n'y a pas de ligne unitaire, hein, et à dessein, hein, parce qu'il y a eu une opposition contrôlée qui a repris le mouvement avec l'histoire du RIC, avec maintenant ils demandent la 6ème République, et ça part sur le climat. Mais tout ça, c'est de l'opposition contrôlée. Oui, bien sûr. Ça a été récupéré, c'est de la récupération. Il n'y a pas de ligne unitaire. Il ne pourrait, à mon sens, y avoir qu'une ligne unitaire dans le mouvement des Gilets jaunes, pardon, si tous y revenaient à l'humain à un moment donné, et que c'était les valeurs sociales qui étaient remises au goût du jour. Qu'est-ce que chaque être humain vit au quotidien? Moi, je veux dire, pourquoi je suis rentrée dans le mouvement des Gilets jaunes? Parce que l'hiver, je n'arrive pas à me chauffer. Je ne peux pas me chauffer chez moi, sinon la facture d'électricité, je ne peux pas la payer. Je suis venue dans le mouvement des Gilets jaunes parce que je vois que mon fils est désespéré parce qu'il ne peut pas avoir d'avenir. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Mais lui, il vit ça. Il le vit comme ça. Il le vit comme ça. Et en tant que mère, ça me désespère aussi. C'est normal. Et quelle justice il y a là-dedans? Rien. Tu vois? Et là, à un moment donné, si le sentiment de nullité ou d'impuissance n'est pas touché, on ne peut pas revenir vers ce qui nous constitue en tant qu'être humain. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ce bouquin, dans ce livre, quelque part. Hein. Surtout dans la deuxième partie d'ailleurs. La seconde partie. Et là, je vais finir ce chapitre. On va finir ce premier chapitre avec une phrase qui dit c'est exactement le chemin que prend le sionisme en tant que représentation du diviseur planétaire généralisé, et il est évident qu'il remplit son rôle à la perfection. Donc ça revient à tout ce que tu as pu nous dire précédemment. Tout à fait. Et ce n'est que de la division, finalement. Et la division existe sur la planète, dans l'humanité, au sein des communautés humaines, parce qu'elle existe avant tout à l'humain. Si l'humain n'était pas divisé, le collectif ne serait pas divisé. Bien sûr. Tu vois? C'est l'évident. Ouais. Mais il est divisé pourquoi? Parce qu'il souffre. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Mon maître spirituel disait, quelle est la cause fondamentale de la souffrance? La cause fondamentale. Allez, dis-nous. Celui qui n'a pas touché à lui-même la base de la division qui se produit à lui-même, il ne peut pas répondre à cette question. Oui. Celui qui n'a pas touché son conflit intérieur lorsqu'il le vit, celui qui ne l'a pas vécu réellement, ne peut pas répondre à cette question. Je rappelle le nom le titre du chapitre, la pensée, quelle cabale. Hein? Donc incarnation du diviseur. Vous l'avez devant les yeux, mesdames, messieurs. On va pouvoir enchaîner sur le second chapitre, hein, avec la finance ou la spéculation. La finance, je veux dire, à un moment donné, dans cette merde marchande, tu vois, la finance est la première place. C'est l'outil, mais l'outil numéro 1 qu'utilise le diviseur à un moment donné pour soumettre les peuples, quoi. C'est ça. La valeur d'échange, c'est ça. Donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est à bas la valeur d'échange. À bas la valeur d'échange. Et je commence le chapitre par un passage qui est basé sur une interview de Frédéric Lordon. Oui. Qu'est-ce que la mondialisation? J'ai trouvé que ce passage était assez précis, concis, pour décrire ce que c'était en fait. Donc je l'ai mis dans le bouquin. Et que je vais citer. Allez. Donc la mondialisation peut se définir de la manière suivante. C'est un processus de déréglementation généralisée de tous les marchés par des décisions de politique publique. Cela signifie essentiellement deux choses: intensification de la concurrence, libéralisation des investissements directs, privatiser pour mettre en concurrence les services publics, délocalisation, libéralisation de tous les mouvements de capitaux,
La sphère financière en devient donc ultra dominante dans l'ensemble des rapports sociaux du capitalisme. Les logiques hétérogènes de l'industriel, qui est le développement et la réalisation, et du financier, qui est la rentabilité, vont se télescoper. Christelle, Je trouve que c'était clair. C'était clair pour ça? Ouais. Ils ont fait le pari dans les années 80, tu vois, que la finance internationale pourrait s'autoréguler en fait. Ils ont fait ce pari-là quand ils ont déréglementé l'ensemble des marchés. Ce qui était une aberration en soi. Mais si les politiques publiques ont pris cette décision, c'est avant tout pour répondre à la finance de toute façon. Il fallait qu'il en soit ainsi, tu vois le truc? Ouais. Oui, c'est une... Puisque les politiques publiques, depuis ces années-là, répondent complètement à la finance, quoi. Ce sont leurs valets serviles. Les valets serviles, exactement. Donc je suis toujours, et là on passe directement au chapitre suivant. Donc je vous dis, les auditeurs, hein, c'est un livre à se procurer, hein, parce qu'il est assez dense. Et là on passe au troisième chapitre, la politique que du spectacle. Donc là aussi... Alors je crois que sur cette partie-là, j'ai été mauvaise en fait. Ou alors mal inspirée. C'est comme, je te coupe 2 secondes, j'aurais pu plus en parler de la finance ou de la spéculation, mais je pense que ce que j'ai pu retenir, là, le passage de Lordon... Ça c'est clair. Voilà. Alors après, si excuse-moi, tu reviens sur ce paragraphe-là. Je termine en fait ce paragraphe, et ça m'avait touché de terminer le paragraphe comme ça, en disant que finalement, à l'heure actuelle, l'humain devenait la première marchandise de la finance. Et on le voit par le biais du transhumanisme notamment, par le biais des GAFAM qui récupèrent toutes les données. L'être humain est la première marchandise. Ah bah là, on est en plein dedans, là. Données sur données, revente sur revente, l'humain est revendu. Voilà. Pour les labos pharmaceutiques, c'est la même chose. Je veux dire, ils créent des maladies, ils nous soignent avec des médocs souvent qui nous rendent encore plus malades. Vaccination à tout va, pareil. Mais tout ça, ça amoindrit le génome humain. Enfin, les défenses immunitaires. Le corps humain, je trouve, à l'heure actuelle, est vraiment mis à la rude épreuve. Et la finance se fait du fric sur le dos du corps humain et le dos de la personnalité humaine, mais sur tous les plans de l'existence, de la naissance à la mort. Et je me disais, il va arriver un moment dans la finance, si tout s'écroule, je me disais, comment vont faire les gens qui n'ont plus de compte bancaire, tu vois, ou alors qui refusent à se soumettre, je ne sais pas sur quoi ils vont partir dans l'avenir pour avoir, tu sais, l'interface qui va servir à payer. Apparemment, ça se profile quand même sur le smartphone à l'heure actuelle, mais ça peut très bien être dans 20 ans une puce intégrée dans le bras. Les systèmes de paiement s'accélèrent au niveau de la forme, tu vois. Et si tu le refuses, ça, en fait, est-ce que tu auras le choix de le refuser? Si tu le refuses, ça, tu te mets au ban de la société, donc tu t'exclus. Bientôt, par exemple, sur Facebook, ils proposent, d'après ce que j'ai pu entendre, de se connecter avec la reconnaissance faciale. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est une sinon, tu ne pourras pas te connecter. Donc déjà, on l'a déjà sur Facebook, la reconnaissance faciale. Ah ouais? Il suffit de l'activer ou de la désactiver. Moi, je l'ai désactivé dès le jour où j'ai su que c'était implanté sur le réseau. Ça y est, sur les portables, par exemple. L'iPhone 10, je crois, à partir du 10, il me semble, c'est le Face ID. Ils appellent ça Face ID. Après, le Touch ID. Alors, le Touch ID, c'est la reconnaissance par l'empreinte. Oui, c'est ça, oui. Ce que fait Apple. Voilà, tu as le Face ID qui déverrouille en fait ton smartphone en voyant ton visage, tu vois. Là, on est vraiment dans la récupération de la donnée. Voilà. Les données personnelles, tu vois. Données qui sont revendues. Et en même temps, reconnaissance faciale, ça veut dire que ils vont te tracer partout. Hein. La politique que du spectacle. Tu m'as dit que tu avais par rapport à ça. Alors, ouais, il y a des passages. Je crois que le fond est bon, il n'y a pas de souci, mais dans la prospective relative, là, ça pêche un peu. Alors, on va l'aborder, d'accord, si je peux me permettre. Et après, là, tu me diras au final si tu veux ou pas que on garde la partie. Ah, on garde tout. Cette partie. Donc, j'en viens donc à ce passage-là. Force est de constater que la laïcité n'est là pour remplir cette fonction fédérative, car elle est totalement dénuée du principe spirituel. Pire, la laïcité est la religion de la destruction de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, cette phrase, je l'ai comprise, hein, mais je l'ai relue. Je l'ai relue. Alors, il me semble que, en fait, la laïcité... Quand je dis la belle vie, c'est un bien grand mot, hein, on se comprend.
La laïcité, c'est quelque chose qui, à mon sens, à l'heure actuelle, a été perverti dans son sens premier. Dans le sens premier, il y avait le côté laïque, c'est-à-dire qu'il y avait une séparation de l'Église et de l'État. Donc, l'État n'interférait pas dans les affaires de l'Église et l'Église n'interférait pas dans les affaires de l'État. Ça, c'est le côté laïque. Mais ce côté laïque, il existait déjà avant, quoi. C'est pas la Révolution, forcément, qui l'a amené, tu vois. Donc, il y avait une séparation, mais c'est la séparation qu'on retrouve entre le temporel et l'intemporel dont on parlait dans l'introduction, tu vois. Oui. C'est ça. Cette laïcité, elle a évolué et elle n'est plus la laïcité première. Qu'on pouvait nous apprendre quand on était plus jeune, parce qu'on est à peu près de la même génération, toi et moi. Oui. Donc, tu te souviens à l'époque, comment on nous montre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la laïcité, c'était la séparation de l'Église et de l'État. Donc, il n'y avait pas de religieux dans les institutions publiques de l'État. Voilà ce que j'ai appris, moi, tu vois. Oui. Bon, maintenant, si je vois ce qui est devenu la laïcité, mon Dieu, je me dis, c'est pas possible. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est un problème de séparation humaine et de séparation communautaire. Et la laïcité, à l'heure actuelle, elle pousse à la séparation communautaire. Parce qu'il y a une volonté d'unification au niveau du mental. Je parle aussi des instances. Hein. Ah, mais absolument. Mais tu vas voir, c'est lié. Hein. Le mental humain, il divise. Donc on le voit tout le temps, on le voit au quotidien, hein, la division communautaire que soutient la laïcité. Tu vois, ça c'est le mental diviseur. Mais cette volonté finalement de ne plus séparer les pouvoirs, c'est le mental unifiant. L'uniformisation du monde, c'est le mental unifiant. Le mental est à un moment donné capable de se prendre pour la conscience et de singer ou de caricaturer l'unité qui est un principe divin, d'accord? Le mental est capable de singer cela pour en faire une uniformisation. Alors, on uniformise comment? Avec des normes. Il faut être dans la norme. Norme au pluriel. Mais la norme, ça écrase. Ça unifie pas, ça écrase, ça détruit. Oui. Donc pour moi, c'est en ce sens que je dis la laïcité, en fait. Dans ce sens-là. Qui est issue des loges maçonniques. Les loges maçonniques, en fait, ont une spiritualité qui n'amène pas à la transcendance. C'est un naturalisme qui est dénué de divin. Oui, mais ça, par exemple, ça, on n'aurait pas pu te l'apprendre à l'école, ça, tu vois. Ah, mais je ne l'ai pas appris. Ouais, la laïcité, c'est la franc-maçonnerie, tu vois. Ah, je ne l'ai pas appris à l'école. Voilà. Ça, je l'ai appris par moi-même, tu vois, d'étudiant en tant qu'adulte, en allant dans des tenues blanches. Par exemple, j'ai assisté à des tenues blanches dans des loges maçonniques. Oui, mais aujourd'hui, ce que tu me dis là, aujourd'hui, tu vas le dire à des gens que tu connais pas ou qui sont pas forcément au fait de tout ça. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Ah ben oui, parce que ils vont pas l'afficher forcément. Tu sais, dans les années 90, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un grand mouvement de ouverture des loges. Oui. Parce que pendant des années, les gens se demandaient ce qui se passait dans les loges, c'était quand même fermé, ça faisait sectaire. Et dans les années 90, il y avait un grand mouvement anti-secte. Donc les loges ont été obligées d'ouvrir leurs portes, tu vois. Non mais regardez ce qui se passe chez nous, c'est très bien. En fait, on fait nos petits trucs entre nous, mais on fait de mal à personne. Sauf que ce qu'ils ne nous disaient pas à ce moment-là, c'est que toutes les lois, surtout les lois sociales, qui concernent toute la société, étaient passées par le fil des loges, notamment les lois de bioéthique qui sortent à l'heure actuelle avec la GPA, PMA, la loi Chiappa, la loi par exemple sur le mariage pour tous. Ça sort des loges. Tu vois, c'est eux qui le font, ça. Qui fabriquent tout ça. Et en fait, ils sont tellement doués en termes d'ingénierie sociale. Alors, je ne dis pas que c'est que les francs-maçons qui perpètrent l'ingénierie sociale. Mais à un moment donné, il y a une volonté ou une entité qui fait preuve d'ingénierie sociale. Et ils sont tellement doués qu'ils vont sortir ces lois, enfin, des propositions de loi, commencer à en parler, manipuler l'opinion publique pour que ce soit à un moment donné les gens qui les réclament, ces lois. Ça, c'est de la grande manipulation. Oui, ça, c'est de la grande manip, ouais, ça, c'est comme clair. Par exemple la loi de la pilule ou de l'avortement dans les années 70. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, en tant que femme, parce que j'ai eu recours à la pilule. Donc, effectivement, il y a quand même je dirais un confort par rapport à ça. Mais la façon dont ça a été amené et
vu les politiques à laquelle ça répond, je dis qu'il y a eu une ingénierie énorme qui vient du Club de Rome. Mais ça, j'en dirai plus dans une autre vidéo. Donc là, j'aborde un gros passage, toujours dans ce chapitre, la politique du spectacle, et après on passera au chapitre suivant qui est la masse médiatique. Donc l'entité européenne tente de supprimer la souveraineté de ses États membres parce que cette fédération s'est constituée autour de la question économique et financière et non autour de la question de la fraternité des peuples. Or, contrairement au modèle américain qui est le moteur incontestable du projet européen, cette fédération ne se fait pas autour de jeunes États mais de nations centenaires, chacune porteuse de sa propre identité. Vouloir faire fi de toute cette composante est une aberration et a pour conséquence de dévitaliser chaque nation en la privant de son identité propre, ce qui à terme provoque l'essoufflement des institutions européennes. L'Europe est une nébuleuse qui draine pour le compte de la finance la vitalité des peuples qui la constituent. Entre parenthèses, crise des pays du Sud dans la zone euro et dette colossale. Donc, alors, tu vois, l'essoufflement des institutions, déjà, là, je suis plus en accord, là. J'aurais pas écrit ça. Enfin, à l'heure actuelle, j'aurais pas écrit ça. Parce que pour moi, en fait, là, vraiment, en raisonnant là-dessus, je me dis, mais les institutions européennes, telles que le Parlement, sont une coquille vide. C'est une coquille vide, ce Parlement, puisque c'est la Commission qui est non élue. Hein, non élue et puis qui est gangrénée par les lobbies. Hein. Voilà. On s'en cache pas. Et c'est cette commission qui fait adopter les lois, finalement. Le Parlement est juste là pour voter. Point. Ah oui, mais c'est une institution vide. Et en France, c'était la même chose avant l'arrivée de Napoléon. L'Assemblée était une coquille vide. Vide. Napoléon est arrivé. Tu vois le truc? Ouais, c'est un parallèle, un beau parallèle d'ailleurs. Alors, est-ce que ça va se reproduire? Je ne sais pas, si tu veux. Mais ce que ça tend à prouver, c'est qu'à un moment donné, l'injustice, elle ne peut pas aller trop loin. Quand les peuples se font trop écraser, et surtout quand la liberté est trop écrasée, il y a toujours un retour de bâton derrière. De toute façon, la liberté et l'égalité, pour moi, il faut aller la chercher là, je pense, parce qu'on ne sait plus trop où elle se trouve. Et là, on a juste retrouvé une fraternité qui est illusoire. Quand je dis fraternité, c'est les gens qui, comme tu parlais tout à l'heure, l'évolution, et comme dit Mishka, évolution/révolution. Voilà, c'est des gens qui se sont réveillés. Voilà, Alors, quand je dis la fraternité qu'on a retrouvée aujourd'hui est illusoire, c'est pas vrai, c'est faux. Je m'excuse de dire ça vraiment. Parce que moi, quand je rencontre des gens, que je commence à parler avec eux, non, il y a une réelle fraternité entre individus. Tout en venant de différents... Ah ouais, là c'est génial. Je veux dire, sans les Gilets jaunes, on ne se serait pas rencontrés, Mehdi. Bah voilà, c'est ça que j'explique en fait. Mais par contre, ce que le mouvement, au sens global du terme, a engendré, ce n'est pas la fraternité, ce n'est pas l'unité. Donc, c'est ça. Elle se retrouve sur un plan plus bas, la fraternité, mais pas au niveau du global, tu vois. C'est encore, je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, tribal, quoi. C'est ce que je voyais, en fait, qui montait en France à l'heure actuelle. C'est une pensée tribaliste. Et à un moment donné, ça m'a fait très peur, quoi. Parce que je me suis dit... C'est un peu ça, parce que regarde, comme je t'expliquais tout à l'heure, excuse-moi de te couper la parole, l'exemple, par exemple, de samedi passé, du rassemblement devant les médias, on est 50-60, alors que tu as je ne sais pas combien de manifestants pour la marche habituelle du samedi. Tu vois, pourquoi vous n'êtes pas venus nous rejoindre en force, en nombre, tu vois, pour cette opération qui, quand même, on sait très bien que les médias... c'est le point névralgique. Je crois qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de radicalité et plusieurs niveaux de compréhension dans ce mouvement. On n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous la même intelligence et la même perception des choses. Et ces disparités font qu'à un moment donné, il y a peut-être une lenteur d'évolution, une lenteur de fédération. Voilà. Après, c'est une question... c'est vrai qu'on en parle souvent de ça, mais c'est... Ouais, moi, ça me trotte dans le... Ouais, je comprends, c'est clair. Ça me trotte dans l'esprit, quoi. On va passer au chapitre suivant, donc la masse médiatique, où là, j'aborde... On n'a pas parlé des politiques. De la politique du spectacle. Tu avais lu le passage. Oui, d'accord. Si, tu ne suis plus, Christelle. Oui. Oh, excuse-moi. non, tu as un micro-décalage, c'est rien. Tu as un micro-décalage. Là, on enchaîne donc la masse médiatique, où justement, j'ai noté un petit passage là. Où je dis, déjà, ton passage, où tu dis, quant à la soi-disant dissidence, il est à constater que bien souvent, elle fait son propre business,
chaque dissident prêchant pour sa propre paroisse et pour sa propre vérité, rejetant tout fédéralisme. Là encore, il y a un manque évident de lignes unitaires, mais surtout fraternelles, qui pourrait offrir un contre-pouvoir efficace. Donc on est en plein dedans, c'est ce qu'on parlait il n'y a même pas 5 minutes. Ah oui, tout à fait. Et après, moi j'ai rajouté, est-ce que dissident égale propre business? Est-ce que activiste égale bienveillant? Est-ce une critique ou un constat, tu vois? C'est peut-être un constat par esprit critique. Voilà. Mais dans la masse média, j'ai quand même mis beaucoup de choses. C'est comment dire, un paragraphe qui est assez dense, parce que quelque part, ce qui me tenait à cœur, c'était de montrer que de toute façon, il n'y a pas d'objectivité des médias, dans le sens où déjà les médias sont détenus par des milliardaires, hein, qui sont quelque part tous soumis à ce système de la marchandise, donc ils ne peuvent que colorer finalement les lignes éditoriales, tu vois. Et après, je me posais la question, mais finalement, qu'est-ce que on connaît du monde réellement? Mais on connaît rien. Finalement, on connaît rien du monde en regardant la téloge, quoi. Par exemple, pour l'attentat de Nouvelle-Zélande, Oui. qui a eu lieu le 15 mars dernier. Je l'ai débunké, cet attentat, soi-disant attentat. Et en fait, je me suis rendu compte que tout était faux là-dedans. Donc, à l'heure actuelle, en fait, ils sont capables de nous mentir complètement sur plein de choses pour manipuler l'opinion publique, tu vois. Et c'est du billard à 3 bandes, comme dirait... Donc les faiseurs d'opinion, il y en a un paquet, hein, parce qu'entre les Mais médias... dans les gilets jaunes, il y en a plein. Oui, déjà. non, mais je veux dire, c'est pour ça que je te dis, il y en a Tu un vois paquet, il y en a partout en fait. Il y en a dans les Il y gilets en a jaunes, partout. il y en a dans les médias, il y en a dans les think tanks, ils sont partout. Partout, Oui. partout. Quand je vois, par exemple, Priscilla Ludowski qui va créer un lobby citoyen, tu vois le truc? Je me dis, c'est quoi le délire, hein? Alors ouais, donc là, c'est le pseudo-leader qui va créer un lobby citoyen. Et puis, bon, après, on va pas rentrer dans le débat des Non. pseudo-leaders. Non, mais à un moment donné, quand quelqu'un suit la ligne du capital de trop, par exemple le climat, Oui, tu vois, ces choses-là, je me dis, aïe, attention, attention. méfiance, Oui. vérification. Oui, c'est vrai. Je crois qu'à un moment donné, il faut récupérer l'esprit critique, quoi. Tu vois? Quand j'entends par exemple Boulot, en gros, nous dire on récupère l'argent qui part à l'extérieur, tu sais, des évasions fiscales, on régule de nouveau la finance et tout ira bien. Donc en fait, on revient au système libéral. Oui. Donc je me dis, bon d'accord, Boulot, c'est un libéral. Après, on va pas faire de jugement, mais c'est Ah vrai non, que le mouvement... c'est ce qu'il dit. Oui, Attention, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Boulot, Après- et à côté de ça, Boulot, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'adorable. Tu vois? Maintenant, moi, je ne suis pas en accord avec ses pensées, parce que je ne suis pas une libérale, et qu'à un moment donné, je me dis, mais le capital est mort, revenir au libéralisme, ne serait-ce que ça, mais c'est pas la peine, le capital, il est mort. Le système de la marchandise est voué à l'échec. Ouais, Tu vois? Donc, comme dirait Cousin, ça, par exemple, la ligne de Ludowski qui part sur le vert ou Boulot qui revient sur le libéralisme, c'est vouloir recolorier la merde. Ouais, après, on va pas rentrer dans les détails, parce que si on commence à parler de tout ça, ouais, Maxime Nicole qui écrit son livre, machin, tu vois. Maxime Nicole, lui, il est très intelligent, il laisse pas de traces. Donc on n'arrive pas forcément à remonter, tu vois, les intérêts pour qu'il roule. Après, Si c'est ce pas, n'est vraiment après je dis gros, ça, moi, c'est pas, vois j'en veux pas. Écris ton livre, fais ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est voilà, chacun. Moi, ce que je m'attache vraiment à éclairer, à un moment donné, c'est le vrai. Il n'y a pas de vérité vraie. Pardon, il n'y a qu'une vérité vraie ou il y a la vérité fausse, tu vois? Donc à un moment donné, tu es dans le vrai ou alors tu es dans le faux. Enfin, il n'y a Ouais, pas de t'es demi-mesure. entre deux chaises, quoi. Non, tu peux pas être... Tu peux pas avoir le cul. À l'heure actuelle, hein, il faut bien comprendre Ouais. qu'à l'heure actuelle, on est dans le néolibéralisme, on est dans la forme la plus extrême du capitalisme. La radicalité Il absolue. inverse tout. C'est le mensonge absolu. Il falsifie tout. D'accord? Ouais, c'est exactement Donc, ça. moi, je pars du principe que tout ce que je vois, tout ce que j'entends à la télé, tout ce que je vois dans les médias, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est faux. À partir de là, je vais vraiment m'atteler à chercher la vérité. Où se situe le vrai dans tout ça? Et pour voir le vrai, il faut chercher les contradictions.
Dès que tu commences à tomber sur des contradictions, tu te dis, là, il y a un souci. Là, il y a un truc, il y a un Il y a un problème. truc. Mais ça remet pas en question la personne. Moi, je m'attaque jamais à la personne. Mais je m'attaque, si tu veux, à un moment donné, au fond. Au fond du... Voilà, Je cherche le vrai. Et c'est titiller un peu le... Voilà. La personne, elle m'intéresse pas, j'ai envie de dire. C'est ce qu'elle va dire, c'est les idées, C'est les idées, ouais. c'est les pensées. Les pensées, normalement, ne représentent pas une personne, mais à un moment donné, la personne, elle dit des idées. Tu vois? Mhm. Et quand il y a des contradictions, je me dis, attends, là, il y a un souci. Là, il y a un hic. Ça éclaire quelque chose, Ouais. il me semble. On continue toujours dans le chapitre, on reste toujours sur la masse médiatique, avec un passage où est cité ainsi donc, les médias font tous entendre le même son de cloche. Donc je reviens toujours, tu vois, après ce que tu me dis. Là, juste- c'était un jeu de mots. Hein. Voilà, juste Tu un sais. petit peu avant. Quitte à cacher, voire falsifier la réalité objective afin de manipuler l'émotionnel des masses, Bien sûr. ce que tu viens de nous dire. Ça, c'est du Gustave Le Bon, tu vois. Oui. Les médias ont réussi à normaliser l'absurdité. L'information tourne autour du cynisme, du dramatique. N'est-ce pas la volonté d'abrutir les masses, de couper l'esprit critique en les maintenant dans la médiocrité, le discernement et l'envie de révolte, de les maintenir dans le fatalisme, dans une psychose collective. Mhm. La question qui se pose comme une évidence, que sais-je réellement de ce qu'il se passe sur la planète? Mhm. C'est bien, c'est une belle phrase qui... En plus que, juste avant que j'aborde justement ce Ah oui, passage, bah oui. tu me parlais de... Tu étais dedans en fait. Oui. T'étais en plein dans le... C'est vrai, mais qu'est-ce que réellement je sais de la planète? Si moi je me déplace pas pour voir réellement, tu vois, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est sûrement pas les médias qui vont me donner la vérité, quoi. Hein. Oui. Tu vois? Ça, c'est sûr. Et encore, moi, si je me déplace à un endroit, est-ce que je vais arriver à capter la vérité? C'est toujours Tu vois, à un moment donné? point d'interrogation. Quoi. C'est un peu Mais ça. à un moment donné, vérifier. Enfin, il faut tout vérifier. La Parce que- vérification, on peut pas, ouais, voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, le média, c'est vraiment un outil de propagande du système. Tout ce qui passe, mais vraiment tout ce qui passe dans les médias ne passe pas pour rien dans les médias. Tout est manipulation. Nous, on a Tout. réussi quelque part à sortir de ce formatage qui dure depuis des décennies, hein, formaté aux médias, tu sais, médias de masse, tout ça. Bon, à l'époque, voilà, hein, on a connu ça, je veux dire, depuis notre génération, moi, 45 ans, tu vois. Mm. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on se dit, merde, on s'est fait entuber depuis le début. C'est clair. Mais quelque part, enfin, c'est bien de s'en rendre compte et mieux vaut tard que jamais, tu vois, j'ai envie de dire, à un moment donné. Tu dis, purée, à l'époque, j'ai acheté le Parisien tous les jours, ça. Mais à l'époque, Hein cela dit, enfin, je me rappelle quand j'étais jeune, moi j'achetais l'Humanité, j'achetais plusieurs journaux, Minute, j'achetais Le Monde, et je regardais un petit peu tous les journaux, tu sais. Et je m'apercevais que quand même, ils avaient tous une ligne éditoriale quand même assez précise. Donc tu n'avais pas la même version dans tous les journaux. À l'heure actuelle, c'est la même version dans tous les journaux. Tu vois? Ouais. C'est un peu le copier-coller. C'est à l'AFP qui vendra Voilà, la meilleure c'est ça. news à qui m'échange ça et C'est qui ça. Tu vois, c'est ça. Hein. C'est ça. Et alors sur Internet, bon, l'information passe beaucoup par Internet aussi, puisque tu as vu, en impression papier, en fait, bon, les ventes sont en chute libre, donc maintenant ça passe beaucoup par Internet. Et par Internet, je trouve que la manipulation est encore plus prégnante, encore plus puissante. Ça rentre encore mieux dans les cerveaux par Internet. Grâce aux réseaux sociaux. Oh, c'est énorme. Donc là, il y a une phrase que j'ai toujours notée toujours dans le même chapitre, le matérialisme. Une phrase que j'ai bien aimée. Dans cette société occidentale de la forme marchande, le moi, je, corps est devenu roi. C'est simple, c'est clair, c'est limpide. Alors ce que je trouve à l'heure actuelle, c'est que le capital en fait écrase tellement les individus il induit une fragmentation interne et les individus s'en trouvent forcément identifiés à leur corps physique et en même temps tout est fait pour, si tu veux, solliciter ce corps physique. Les publicités par exemple, c'est que des publicités sur la bouffe, hein, tu as vu? Donc, Et puis là, t'as Noël qui arrive, donc forcément, les bonbons et compagnie, les cadeaux, machin, truc. Mais par exemple, les publicités sur la bouffe.
Donc, ils te vantent les mérites d'une pâte à tartiner dont je tairai le nom et qui est super dégueulasse. En bas, ils te mettent attention, manger trop gras et trop salé peut vous amener, ou trop sucré peut vous amener des problèmes de santé. Oui, le message... Tu imagines dans quelle dichotomie ils mettent les gens? Enfin, c'est terrible ça. Et bon, pour revenir à la publicité ou tout ce qui est vendu dans ce monde matériel, hein, dans le tangible, s'adresse au corps physique. Il n'y a plus rien qui s'adresse au subtil. Au subtil. Avant, il y avait, me semble-t-il, des humoristes qui étaient très fins. Comme un Desproges, par exemple, ou un De Vos, ils étaient très fins, les gars. Il y avait une subtilité à la française, parce que le français, il est intelligent, il est très subtil, le français. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hanouna, tu vois, on voit Gad Elmaleh, on voit Kev Adams. Je veux dire, c'est le règne de l'idiocratie. Le règne de l'abruti. L'abrutissement. Donc, quand les gens sont abrutis, qui ne réfléchissent plus, à quoi ils s'identifient? Au corps physique. Tu vois? Ouais. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les comiques, les vrais humoristes, aujourd'hui, les vrais, on les compte sur les doigts de la main quand même. Hein. Moi, je ne vois pas, à part Dieudonné. Ouais, Dieudonné, ouais, parce que ouais, c'est vrai que Dieudonné, et puis après, ouais, je vois pas quoi. Moi non plus. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Je continue toujours dans le chapitre, toujours le même, le matérialisme, dans un passage. Cultiver ses légumes en adéquation avec les rythmes du végétal dans un petit espace. Investir les espaces publics urbains en potager. Reprendre la responsabilité de sa santé serait la garantie de réappropriation de sa possibilité d'être et d'infléchir la marchandisation de l'humain. Revenir à l'individu en tant qu'être actif et non plus passif, car la passivité est le terreau idéal à l'asservissement. Ce changement d'optique demande une rigueur constante, tant l'inertie de la nature humaine est grande. Il est essentiel de voir en vous-même ce qui vous divise intérieurement, de voir la racine qui maintient ce jeu de division, en conséquence de quoi toute fédération humaine sera encore vouée à l'échec. Je persiste et je signe. Voilà. Donc ça, c'était c'était un bon petit passage que j'avais noté sur la fin du chapitre, le matérialisme. Christelle, on va enchaîner sur le prochain chapitre, le transhumanisme, où j'ai pu noter aussi un petit passage sur la fin du chapitre, et passage que je vais citer. Donc, nous constatons donc que c'est désormais le corps physique qui définit intégralement l'identité humaine, ce qui a pour conséquence l'abandon de l'idée de perfectibilité au sens spirituel du terme et la négation de la personnalité psychologique consciente. Un truc à dire par rapport à ça, ou tu veux que je continue justement la partie, toujours une deuxième petite partie par rapport à... Je trouve que ça suit parfaitement ce que je disais dans le chapitre précédent, dans le matérialisme, donc que l'homme était complètement identifié à son corps physique. Et comme il est complètement identifié à son corps physique, le spirituel n'est plus pris en compte. Donc, si le spirituel n'est plus pris en compte, l'homme n'entrevoit pas son propre perfectionnement, si tu veux. Donc, la perfectibilité de son potentiel humain. Et on en revient à quoi? On en revient à la perfection du corps physique. Point. Toujours. Tu vois, donc là, on est dans le dur du matérialisme, quoi, quelque part. Dur du dur. Ouais. Dur du dur. Et une citation, la dernière citation du chapitre, où il est dit « Le corps physique est la marchandise première de l'économie dont découlent toutes les autres sphères. L'économie n'agit pas pour le bien de l'homme, mais pour sa rentabilité à travers l'homme. Le transhumanisme en tant qu'outil de la finance, incarnation du diviseur entre parenthèses, n'agit pas pour le bien de l'humain, mais pour utiliser le corps humain afin d'accroître toujours plus sa zone d'influence en l'humain. » Je crois qu'il faut être conscient à l'heure actuelle que les financiers et les politiques ne veulent pas notre bien. Claire Séverac a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. Très très bon livre. Et je crois que dans tout son bouquin, en fait, elle expose ça. Elle expose le fait qu'il y ait une guerre contre les peuples. Parce que, imagine, si les gens commencent à prendre conscience qu'ils sont doués de perfection finalement, qu'ils ont un potentiel tel en eux que ça dépasse leur entendement, tu vois. S'ils s'aperçoivent de ça, mais la finance, elle est foutue. Les politiques sont foutus. Oui. Tout ça est remis en question. Tout ça est remis en question, ouais. Tu vois. Et je crois qu'à l'heure actuelle, cette guerre secrète, elle est là. Elle est dans le fait que l'homme ne doit surtout pas se réveiller. Surtout pas se réveiller à lui-même, en tout cas.
de rester dans cette forme de lobotomie. Oui. Dans ce suicide psychologique. Parce que le suicide psychologique, c'est quoi? C'est quelque part, par fatalité, abandonner ce potentiel. Ce que tu décris d'ailleurs dans le livre, ce Oui. suicide psychologique. Alors c'est vrai que dans le livre, je vais beaucoup plus le détailler, l'expliquer, ce que c'est. Plus en détail, ouais. Ce suicide psychologique, oui. On va passer au chapitre suivant, qui clôt d'ailleurs la partie 1. C'est transgenre et hypersexualisation de la société. Donc là aussi, j'ai retenu un petit passage où il est cité la politique politicienne joue également un rôle prépondérant dans l'hypnose générale, centrant le discours sur des questions sociétales périphériques pour en faire oublier le fond qui pourrait ramener l'homme à lui-même par le principe de la réflexion intellectuelle. Absolument. C'est Debord qui disait que de toute façon les questions sociétales c'était du divertissement. Il y avait comme question sociétale le féminisme, l'homosexualité et l'immigration. Donc ça c'est cité dans le livre La société du spectacle, c'est ça. Dans les commentaires même de la société du spectacle. Et je rajouterais à l'heure actuelle le climat aussi. Tu vois. Mais toutes ces diversions, elles sont là pourquoi? Toujours pareil, pour nous éviter de voir ce potentiel qu'on a à nous et pour revenir à nous-mêmes et surtout pour faire tomber ces représentations que l'on projette à l'extérieur. Parce que les représentations, c'est quoi? C'est l'autorité qu'on projette sur un homme politique, par exemple, tu vois. Ouais. Si ça tombe, t'imagines? Si ça tombe, ouais, c'est... Tout le système actuel est remis en question. Tout est remis en question à partir de ça, quoi. Et les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes serait remis en question aussi, parce que si les gens prennent leurs propres responsabilités, qu'il n'ait plus besoin de représentants, il n'y a plus de leaders de Gilets jaunes. Oui. Ouais, les leaders, ce que tu appelles les leaders, les leaders, entre guillemets. Pseudo. Alors, il y aurait peut-être des guides. Normalement, si je me rappelle bien, à la base, il n'y a pas de leader. Mais ça, c'est un discours de fou aussi. Hein. Non, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader, donc il n'y a pas de leader, mais tous les samedis, ils vont quand même suivre quelqu'un qui leur dit sur Internet où il faut aller. Tu vois? Ouais, le double discours, c'est du sophisme fallacieux. Et ça suit le sophisme fallacieux que j'exposais tout à l'heure dans les publicités. C'est le même truc. Ils jouent là-dessus. L'ingénierie sociale, c'est ça. Hein. Oui. Tu vois? C'est ça. On entend dedans, en fait. Ouais. Je crois que vraiment, c'est parce qu'on arrive à la fin de ça que tout est poussé à sa forme paroxystique, tu vois. Partie 2, absolument. Je démarre le chapitre où il est cité « Dès que la pensée, désir, se fut saisie de cette volonté d'amasser des richesses, l'idéal de liberté commença à se pervertir en liberté individuelle de l'avoir. » Oui, bien sûr. Alors, cette pensée, désir, a commencé à s'incarner vraiment dès qu'il y a eu séparation en humaine, dès que la valeur d'échange s'est positionnée, c'est-à-dire à la révolution du néolithique. Donc ça ne date pas d'hier. Là, en fait, on est à la fin d'un déroulé historique de 30 000 ans. La fin du déroulé historique. Donc ça serait un peu trop long de l'exposer là, bien entendu. Il faudra encore du temps un petit peu, je pense. Et le transgenre et le transhumanisme et toutes ces merdes à l'heure actuelle proviennent d'une perversion. C'est parce qu'à un moment donné, l'énergie de vie est pervertie en l'homme sur sa base sexuelle qu'il peut y avoir toutes ces représentations dégénérées de la merde marchande, quelque part. On en revient à la merde marchande. De la merde marchande. Mais la merde marchande étant le corps humain. Ça me fait rebondir sur cette phrase où tu en parlais déjà tout à l'heure. Et c'est au sein des loges que les marchands allaient influencer le pouvoir politique pour conserver et développer leur pouvoir financier. Ah bah oui. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux loges, oui, tout à fait. etc., etc. Dans le transgenre, je dirais que ce qu'on peut nommer vraiment à l'heure actuelle, c'est la sexualisation de la société. L'hypersexualisation de la société. Et c'est encore une fois une forme de divertissement et une forme, je dirais, de suicide collectif aussi. Parce que l'hypersexualisation, elle est de plus en plus précoce. Il y a plein d'ados, des très jeunes ados, qui ont par exemple accès à YouPorn, tu vois, sur Internet. Un enfant, je veux dire un être humain, ça parlait de l'enfant, mais un être humain quand il grandit,
il ne grandit pas au hasard. Il y a des cycles de grandir en l'être humain. L'enfant, avant 15 ans, en lui, le centre sexuel n'est pas développé. Donc, introduire la sexualisation de l'enfant avant cet âge-là est une aberration, puisqu'il n'y a pas accès. Tu vois ? Il n'a pas accès à la sexualisation, l'enfant. C'est pas vrai. Il n'existe pas de sexualité chez l'enfant. C'est pas vrai. Tous les gens qui disent ça, ce sont des tordus du cerveau. Tu vois ? Parce que, en fonction des cycles du grandir et de l'évolution de l'être humain, ça ne vient pas avant 14 ans, pardon. Donc, de quoi parlent ces gens-là ? Ils projettent, tu vois, leur propre perversion. La première fois que j'ai lu Freud, Introduction à la psychanalyse, j'ai vomi. Tu en as vomi? J'ai vomi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin de merde, quoi, tu vois ? Et tout le monde le portait au nu. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette société, quand même, tu vois ? Et pour moi, l'hypersexualisation et le transgenre et le non-binaire, c'est mais vraiment le paroxysme de ce quelque chose qui ne tourne pas rond, quoi. Donc là, on a fait un crochet, on était revenu sur le dernier chapitre de la partie 1, transgenre. Et ensuite, on a commencé le premier chapitre de la partie 2, absolu aimant. Nous commençons le deuxième chapitre. On a déjà commencé. Alors ça, c'est vraiment le chapitre, je dirais, métaphysique. Métaphysique. Donc on a déjà commencé, puisqu'on en a parlé juste avant qu'on revienne sur le... Oh, excuse-moi, je t'avais pas... Il n'y a pas de souci. Non, on en a parlé un petit peu avant, justement, de revenir sur le dernier chapitre de la partie 1, transgenre. Et là, j'en viens à ce passage. Donc là, on est dans la partie 2. Voilà, absolu élément, où il est dit dans ce passage, l'asservissement à l'hypnose des meneurs de la finance est total par des moyens profondément cyniques. Ouais. Car en définitive, le conflit planétaire est toujours dans le fond bipolaire. Oui. Entre parenthèses, le terme est plus juste qu'unipolaire, puisqu'il y a deux ennemis. Oui. Entre parenthèses. Alors, il y a eu un concept, tu sais, dernièrement, de guerre multipolaire. Vernochet en parlait, Indy en parlait, il y avait pas mal d'intellectuels qui en parlaient. Hillard en parlait. Alors, dans la forme et dans la multiplication des concepts, je suis en accord. Et ça, je ne le remets pas en question. Effectivement, de leur point de vue, je suis en accord. Mais si on remonte un peu plus en amont de cette forme-là, si on s'attache sur le fond des choses, on se rend compte qu'il y a deux franges vraiment de l'oligarchie et vraiment dans le monde financier, deux franges qui se font la guerre, en fait. Et c'est cette guerre des hautes instances, des élites, comment on dit, ces élites, l'hyperclasse, tu vois, en fait, pour reprendre un terme. Cette hyperclasse, finalement, qui se fait la guerre, et c'est cette guerre qui se font, et ils appartiennent à la même communauté, ces gens-là, qui nous retombent dessus, tu vois, en fait. Doublement. Ils nous brûlent par le haut, ils nous brûlent par le bas, ces gens-là. C'est deux bougies qui serrent dans les deux. Ah, t'as vu? Donc, j'enchaîne sur une partie, c'est la fin, la fin du chapitre sur Absolument, où il est dit « Les sociétés, par action, formèrent les multinationales, possédant plus d'actifs que les États, l'argent étant souverain, il était logique que la souveraineté des États soit livrée en pâture au vautour des banques de la finance. » C'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui avec la dette publique. Voilà. Et l'exemple grec a été vraiment un exemple... Ça, c'est du cynisme, tu vois. Du cynisme à l'état pur. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Grèce, mais ça a été énorme. Ils ont laminé les Grecs. Un massacre. C'était un massacre organisé. Ah ouais. Ils les ont pas tués physiquement, ils les ont tués financièrement, monétairement, quoi. Et ces gens-là, ils crèvent la dalle. Hein. Ils n'ont plus accès aux soins. Il y a 47% des bébés qui meurent. C'est incroyable, c'est des chiffres. Et c'est à côté de chez nous. Et ils font partie de l'Union européenne. C'est à côté de chez nous, en plus. Si c'est pas une honte, ça. Et il y avait un avocat en 2015, je crois, qui avait déposé une plainte, l'état de nécessité, tu sais, au niveau des instances européennes, au niveau de la Cour pénale européenne. Donc l'état de nécessité, c'est à un moment donné, quand un État va trop mal, quand les conditions de vie de la population de cette nation va trop mal, on tire la sonnette d'alarme pour que, en fait, la dette soit supprimée. Et bien, ça a été débouté.
Donc si à un moment donné, il n'y a pas une volonté de destruction de la nation grecque, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, tu vois, quand même. Ouais. Parce que le modèle hellénique, tel qu'il a existé de l'Antiquité, il fallait l'éradiquer. Parce que qui a amené, à un moment donné, une vision d'unité, si ce n'est les présocratiques? Cette philosophie antique grecque, c'est vraiment une philosophie de l'être. Je crois qu'il y a une volonté de revanche, tu vois, Ouais. une vengeance sur les Grecs. Sur les Grecs. C'est La pas- pensée, elle agit comme ça. C'est la destruction des Grecs. Ça, c'est de la perversion, tout ça. Si je peux pas avoir ce que toi tu possèdes, je te détruis. Bah, c'est un peu comme là, il est dit, bah, après, je sais pas, il y a un exemple de la fin du chapitre, bon, ça, l'ordre mondial financier et la réalité de la mondialisation et du pouvoir qui a pris le capital sur la légitimité des peuples, Bon, c'est ça. c'est ça. Et après, tu nous fais une définition de guerre hybride, Hmm. stratégie militaire qui allie des opérations de guerre conventionnelle, de guerre asymétrique, guerre irrégulière et terrorisme, Hmm. et de cyberguerre utilisant la communication de masse pour sa propagande. Je crois on nous livre une guerre, en fait. Enfin, ça rentre Ouais, là-dedans. ça rentre là-dedans. Terrorisme, cyberattaque, contrôle des masses par les réseaux sociaux. Je veux dire, vraiment, puis, il y a ouais. une élite qui nous livre la guerre. Et du coup, cette élite, elle est dans une certaine pensée dominante, tu vois. Et nous, on essayait de faire en sorte pour les gens qui ont ouvert les yeux, qui ont su ouvrir les yeux, une certaine contre-ingénierie sociale. Alors, C'est compliqué pour le bien commun. il faut savoir qu'en face de nous, donc, parce que là, je me positionne, bien sûr, avec mes frères, le peuple français, Le peuple. le peuple humain. Alors, je vais partir carrément, allez, soyons fous, je pars carrément sur la communauté humaine, La d'accord? fraternité humaine. La fraternité humaine. Donc je me positionne en tant que vraiment sœur de cette fraternité humaine. Mais je me dis, ces gens-là, en fait, ils veulent nous détruire, tu vois. Mais il va falloir que les gens réalisent qu'ils ne veulent pas notre bien, ils veulent vraiment nous tuer. Et en fait, ces gens-là, si tu veux, sont animés par une telle perversion, c'est la pathocratie, c'est vraiment une pathocratie, ils sont animés par une telle perversion qu'ils veulent annihiler le vivant sur Terre. Donc le vivant sur Terre, c'est pas uniquement l'humain, hein. C'est l'animal, d'accord? C'est le végétal et c'est le minéral. Et là, à l'heure actuelle, ils sont en train de déployer autant de moyens pour passer sur le climat, le capital vert. Donc ils sont en train de déployer autant de moyens pour passer sur le capital vert que ce qu'ils ont déployé comme moyen pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand tu me parles de contre-ingénierie, moi je suis en accord. Mais imagine les moyens qui sont déployés Ils sont en déployés. face. Bah oui, on est toujours, voilà, c'est le poids, quoi, le poids. C'est énorme, Hein, tu le vois. poids, c'est pas le même poids. Par On a- contre, nous, on a beaucoup plus de poids que eux, parce que ces gens-là, si tu veux, ils sont tellement animés par la perversion. Hein. Vraiment, ils sont pervers. Justement, on est en plein Jusqu'au dans, trognon, tu vois le truc. on est en plein dans ce chapitre, le règne de la division, l'hypnose dans tous ses Eh états. bien, je vais le commencer, ce chapitre. Donc, On a déjà commencé. Ils sont tellement animés par leur perversion qu'ils ont pas d'âme. Et la plus grande force que nous ayons, c'est que nous avons une âme. Donc au final, Bien dit. c'est l'être, l'âme étant cet être générique qui est en cours de dévoilement et qui est un jaillissement continu de la vie. Tu vois, c'est ça l'âme. Eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'âme. Et comme ils n'en ont pas, ils ne peuvent que détruire. Ils ne peuvent pas créer. Ils sont obligés de détruire, mais pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas d'âme, et qu'ils s'en doutent, quoi, si tu veux, en détruisant, ils ont l'impression qu'ils vont s'approprier la nôtre. Pourquoi ils s'attaquent autant aux enfants, cette élite pédosatanique? Pour leur voler leur innocence, parce qu'ils n'ont pas d'innocence. L'innocence, c'est Pour voler l'innocence. cette subtilité, tu vois? Ouais. Ils n'en ont pas. Les élites pédosataniques salissent tout et salissent l'innocence, mais pour la voler. C'est pour le vol. Ouais. C'est C'est dingue. un viol et c'est un vol. C'est dingue. Monde de dingue. Et là, je vois un passage où tu disais justement le collectif humain pourra se réapproprier une objectivité des faits que la pensée unique lui refusait. Mm. C'est ainsi qu'il pourra s'ériger en contre-pouvoir efficace. Absolument. Euh,
On en revient à ça. On en revient Si à les ça. gens vraiment, mais vraiment, réalisent qu'ils ont ce potentiel en eux, si vraiment ils se réveillent à ce potentiel-là et qu'ils le laissent jaillir, mais en face, il n'existe plus. Tu vois? Ils n'auront plus aucune consistance. Plus de consistance. Et là, je vois toujours dans le même chapitre ce passage. On est toujours dans le règne de la division. Ainsi, par exemple, lorsque les politiques parlent d'universalisme, entendez individualisme. Lorsqu'ils parlent de sécurité, entendez suppression de liberté. Ouais. Lorsqu'ils parlent de consentement, entendez servitude volontaire. Ou encore, lorsqu'ils parlent d'égalité, entendez uniformité. Oui, parce qu'ils inversent tout. À un moment donné, Macron, je crois que c'était au début de son règne, entre guillemets, n'arrêtait pas de parler d'universalisme. Alors là, il avait ça dans sa bouche, mais pendant un discours, il était capable de balancer universalisme 6 ou 7 fois, tu vois. Oui, c'était un peu nous balancer son mondialisme universaliste. Hein, c'est un peu ça. Mais l'universalisme, pour eux, attention, il faut l'inverser. Ce n'est que le règne de l'individuel. Tu vois? Le règne de l'individuel. Ouais. Parce que dans leur croyance, dans leur spiritualité, le Dieu, en fait, c'est l'homme. Mais l'homme, il n'est pas Dieu. Tu vois? Il n'est pas capable de la création divine, à un moment donné. Il est capable, s'il est livré à lui-même, et s'il n'est pas relié au vertical, il n'est que capable de détruire, quoi. Bah, c'est un peu ce que tu dis dans ce passage. Chaque entité, qu'elle soit individuelle ou étatique, devra se fondre dans un plus vaste organisme mondial, l'universalisme. Mm. On est toujours côte à côte. Ça, c'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu le mental unifiant qui veut unifier, tu sais, de la nation vers la supranation et de la supranation vers le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, je te dis un scoop là, peut-être qu'il n'en est peut-être pas un. Le nouvel ordre mondial va s'appeler la gouvernance environnementale. Gouvernance environnementale. Bon, bah, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça y est, hein, c'est officiel, c'est publié dans la presse et tout. Mais le nom, ça sera la gouvernance environnementale. Environnementale, d'accord. Ouais. J'enchaîne sur toujours sur cette partie de le règne de la division, où dans ce passage, un passage où tu parles du mouvement des Gilets jaunes, toutes les formes de perversion induites par le messianisme actif contraignent l'humanité. Et c'est par la contrainte que les idéaux de liberté et de fraternité peuvent ressurgir dans l'esprit humain. La force dynamique ne pourra tolérer que la conscience humaine stagne dans son évolution, et aujourd'hui elle s'apprête à détruire tout ce que la conscience humaine avait bâti jusqu'ici de façon erronée pour reconstruire un nouvel idéal se rapprochant de l'unité. Ceci correspond à l'apparition du mouvement des Gilets jaunes, il y a de ça 1 an. Oui. Alors au départ, je ne voyais pas... Si tu veux, l'histoire nous a prouvé que tout mouvement révolutionnaire ne pouvait pas être spontané. Tout mouvement révolutionnaire est induit par une force qui le finance déjà, tu vois, et qui lui donne des moyens. Donc, ça m'embêtait, tu vois, ce point-là m'embêtait. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais si je me place sur le plan métaphysique et que j'analyse les forces finalement, et que je vois les forces qui pétrissent la conscience humaine, qui sont des forces de perversion, et elle la pétrit à dessein, donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le sionisme nous faisait la grâce de tout casser. Donc tout est cassé en forme de représentation. La famille est cassée, la politique est cassée, tout est cassé, tout est sali. Mais pourquoi? Pourquoi il y a autant de contraintes sur la conscience humaine pour qu'elle évolue? Il faut qu'il y ait une phase d'involution d'abord, pour qu'après il y ait une phase d'évolution et de construction. On n'en est pas encore là, tu vois. La bascule n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore faite. Mais il y a que... Et la perversion, à un moment donné, cette force, cette énergie de perversion, si tu veux, elle permet à la conscience humaine, en même temps, de multiplier tout un tas de concepts. Sans cette force-là, les concepts ne peuvent pas être expérimentés, et ils sont expérimentés en plus, toujours, dans les extrêmes. C'est pour ça qu'on est dans des sociétés hyper dures et hyper contraignantes, parce que ça expérimente sur les extrêmes. Mais cette force de perversion, elle ne peut pas rester trop longtemps parce qu'elle contraint tellement la conscience humaine à son évolution, donc à son potentiel, tu vois, qu'à un moment donné, la force dynamique, donc cette force dynamique qui meut tout l'univers, elle ne peut pas le supporter. C'est pas possible. Donc la perversion va laisser la place à autre chose. Mais ça n'arrivera pas sans heurts.
tu vois. Ça va être dur. Il faut toujours qu'il y ait des... Il va y avoir une dépression à l'échelle humaine. Avec perte et fracas. Tu vois, une dépression que peut vivre un individu parce qu'en fait, il subit une crise interne. Là, on est pareil, en fait, on est dans la même configuration, mais c'est au niveau de l'espèce humaine. Au niveau de l'espèce humaine. Tu vois. Là, on va aborder l'avant-dernier chapitre, les douces affres du relatif, avec un passage tout au début du chapitre où il est cité « La guerre fait actuellement rage au niveau économique et cybernétique. C'est une guerre économique entre les multinationales détenant les fonds souverains. Oui. Le système financier s'est attribué la souveraineté des États dont il a pris soin de museler par la dette. C'est ainsi que la guerre, ancien apanage des nations souveraines, est désormais l'apanage des multinationales détentrices des fonds souverains. » Par exemple, la Première Guerre mondiale, ça a été une guerre impérialiste, tu vois. Et à ce moment-là, c'était vraiment les nations qui se faisaient la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'où venaient ces fonds, hein, parce que ça, c'est encore un autre débat. Après la Seconde Guerre mondiale, ces fonds, et notamment après les années 70, tu vois, ces fonds ont changé de main et sont partis vers la finance. Maintenant, quand on voit que certaines sociétés possèdent plus d'actifs qu'un État, tu vois. C'est fou. C'est le mot qui est... C'est fou. C'est fou. Et donc, du coup, tout naturellement, c'est eux qui font la loi, quoi. Je veux dire, en raisonnant logiquement. Ils ont les fonds souverains. C'est Macron qui l'avait dit ça quand il était allé en 2015, je crois, à New York. Il avait parlé de fonds souverains. Et ça m'avait vachement percuté, tu vois. Parce que je me disais, mais attends, jusqu'à présent, ce qui était un souverain, c'était quand même un État. Ce qui est déjà, pour moi, une perversion, hein, tu vois, parce qu'un État, déjà, quand un État est souverain, ça veut dire que c'est pas le peuple qui est souverain. Et on nous fait croire, tu vois, en France, que c'est le peuple quand même qui est souverain, mais qu'il est représenté... Voilà, qu'il est représenté. Bon, Macron, il a dit ouvertement en 2017, c'était, excuse-moi. Il a dit clairement en 2017 à New York que c'était les fonds qui étaient souverains. Donc il faut arrêter à un moment donné avec le RIC, la 6ème République. Non, arrêtez avec tout ça, les jeunes. Il n'y a plus de souveraineté populaire, il n'y a plus de souveraineté déjà nationale et étatique. C'est fini tout ça. Dans une démocratie de dictature. On n'est pas dans une démocratie, on n'y a jamais été. C'est ce que je te dis, dans une démocratie de dictature. Tu vois, ça c'est un concept. C'est ça la démocratie. Mais c'est qu'un concept, ça n'existe pas. Oui, mais c'est pour ça que nous on l'appelle la démocratie de dictature. Ouais, c'est un oxymore. À la limite, c'est bien trouvé. Voilà. Tu vois. Donc, ce qui est souverain à l'heure actuelle, c'est les multinationales. Oui. Les souverains. Tu vois, à l'échelle planétaire. À l'échelle planétaire. Ouais. Le peuple, il est où là-dedans? Le peuple, il est comme souvent, il est écrasé, quoi. Le peuple, on lui fait la guerre. Hein. Voilà. Donc là, on arrive sur la fin de l'avant-dernier chapitre, toujours les douces affres du relatif, où tu citais de réaliser par là même que le système démocratique actuel en vigueur en Occident n'est qu'une dictature cachée du système financier, consentie et acceptée par la population, par le biais de la peur, de la séduction et de la servitude volontaire. Tout à fait, parce que tout ça, c'est un jeu de dupes, ne l'oublions pas. Si les jeunes n'acceptaient pas de rentrer dans ce jeu, les politiques, qui sont les valets serviles de ces multinationales et de ces fonds souverains, entre guillemets, ne pourraient pas exercer une telle pression sur les jeunes, d'accord? Oui. Donc c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes, exactement. Et ensuite, tu dis, à la fin du chapitre, il est clairement établi que cette liberté individuelle écrase la liberté d'être des peuples en détruisant leur âme et leur identité propre. Absolument. Mais là, on s'en est aperçu, en tout cas avec la création de l'Europe, hein, déjà, qui a été une monumentale connerie, dans le sens où c'est une fédération d'États, de nations, pardon, j'enlève le mot État, c'était une fédération à la base de nations libres, et il n'y a rien de plus contraignant qu'une fédération. Parce que ça va forcément laminer l'identité des peuples. Et en plus, je dirais que cette déperdition de l'identité des peuples a été renforcée par le capital, par l'immigration dans les années 80, notamment en France, quoi. Et là, tu as vu, ils en remettent une seconde couche avec les migrants. Mmh. Tout ça dans un but de destruction, quoi. Dans un but de détruire. Tu vois, mais détruire quoi? C'est détruire l'unité nationale. La fédération possible des gens pour retrouver leur légitimité dans cette nation. C'est exactement le même jeu de la pensée en l'homme. C'est exactement ça.
pour éviter en fait l'unité dans un état ou l'unité dans un collectif de manteaux humains, tu vois, ça va être ce jeu-là de division, quoi. Division sur division. Ouais. On va entamer le dernier chapitre, Christelle, du livre, vers l'être non mental, où là j'ai retenu un petit passage au début, où il est cité « Le supramental est la seule énergie à pouvoir transformer en profondeur la conscience humaine par l'alternance de l'évolution et de l'involution ». Et c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Alors le supramental, la première personne qui en a ouvertement parlé, c'était Sri Aurobindo, qui est décédé en 56, je crois. Lui, il a pratiqué pendant des années ce qu'il appelait son yoga interne. Et ce yoga interne, c'est quelque part pour une transformation de l'individu et pour l'avènement de l'être générique. Donc lui, il l'appelait l'être gnostique. Donc c'est un être qui n'est plus agi et soumis à la mentalisation, puisqu'elle a été brûlée par la conscience, avec un grand C, la conscience cosmique. Cosmique. Donc après, l'être devient un jaillissement permanent de cette force cosmique, tu vois. Il se renouvelle du coup à chaque instant. Ça se renouvelle. Il est l'émanation de lui-même à son point d'origine, tu vois. Et je continue toujours sur le mental d'introspection, ce qui est une sauvegarde évitant au plus grand nombre de sombrer dans la folie. Donc là, j'ai juste retenu la fin du passage, parce que là, j'ai pas cité tout. Parce que tu n'as pas tout cité. J'ai pas tout cité, mais en juste... fait, dans le bouquin, j'explique, si tu veux, qu'à l'heure actuelle, le mental d'introspection qui permet à une personne de s'appréhender elle-même, ce mental d'introspection, c'est le mental qui nous sépare de l'animal. Si tu veux, on est humain parce qu'on a ce mental d'introspection et ce mental nous permet de nous voir nous-mêmes. Donc on peut s'analyser soi-même. Tu vois, par exemple, là j'ai agi comme ça, mais pourquoi j'ai agi comme ça face à cette situation, tu vois? D'accord. Et ce mental d'introspection à l'heure actuelle, si tu veux, par la perversion ambiante, il est mis en sommeil. Et je me disais, mais pourquoi il est mis en sommeil, ce mental? Et la seule chose qui m'est apparue évidente, c'est qu'à un moment donné, les contingences actuelles sont tellement lourdes dans l'existentiel que s'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup de gens qui se suicideraient, ou qui vireraient fous. Je pense qu'il y aurait plus de suicides, plus de fous. Oui. Donc quelque part, la conscience, elle préserve l'humain en même temps qu'elle le dévoile. Tu vois? On continue justement sur le dernier chapitre, vers l'être non mental, où là il est cité « Autant la liberté individuelle a entraîné l'individu vers un individualisme narcissique pathologique, une peur du monde extérieur et un amalgame entre personnalité et corps physique. Ouais. Autant la raison scientifique a permis une multiplicité de concepts nouveaux. Cependant, comme l'a écrit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Ben voilà. On en revient, attention, effectivement, il y a eu toute cette multiplicité de concepts. Effectivement, l'être humain devait expérimenter son cogito à fond, mais à un moment donné, si on part trop dans la raison, il n'y a plus de conscience. La conscience étant le sens directeur, tu vois. Oui. Et à un moment donné, je crois que le politique avec un grand P, c'est quand un individu arrive à se gouverner seul lui-même et à se gouverner dans le juste, dans la justesse, tu vois, et qui n'a plus besoin de représentation extérieure d'autorité. Le vrai politique, c'est ça. C'est la capacité vraiment à se gouverner en conscience. Et là, il n'y a plus de bien ou de mal, il y a le juste. Tu vois, parce que l'évolution de l'humain, c'est à un moment donné mourir à soi-même. Mais qu'est-ce qui meurt si ce n'est la personnalité, qui est une falsification de l'être générique, la personnalité. Et je continue toujours dans ce chapitre où il est cité « Désormais, la tradition spirituelle et ou religieuse statique est dépassée en termes de transmission, totalement obsolète pour le supramental qui détruit, brûle tous ces anciens positionnements de la pensée collective. » Alors là, ça va être pas difficile à expliquer, mais ça pourrait être long. C'est-à-dire brièvement, pour l'instant, chaque fois qu'il y a eu une religion, vraiment une grosse religion, comme les religions monothéistes qui ont été créées,
il y avait un individu, que ce soit Jésus ou Mahomet, qui recevait vraiment une parole, donc qui était le messager ou l'incarnation d'une parole ou d'une présence dynamique. L'enseignement que lui faisait, puisqu'il incarnait ça, était dynamique. Mais la façon dont, après, les gens qui avaient reçu cet enseignement, la façon dont eux le dévoilaient à la masse, était statique. Pourquoi statique? Parce que ça s'est vite transformé en dogme. Tu vois? Donc le dogme fige. Avec le supramental, on n'est plus du tout dans cette configuration. Donc pour moi, le supramental, déjà, il ne va pas permettre à ce qu'il y ait un autre sauveur qui se présente. Donc les histoires de Messia à venir, de Messie qui va se représenter, c'est de la flûte, hein, tu vois. Et vraiment, je vais en contre l'idée que ça puisse être possible, si ce n'est qu'on nous a foutu dans la tronche une prophétie autoréalisatrice. Le supramental, la seule chose que ça puisse faire en termes d'énergie, c'est de s'incarner en chaque individu. Et que chaque individu soit son propre sauveur. Incarnation en chaque individu. Le supramental, c'est ça. Et c'est la seule énergie qui a la capacité de transformer l'être humain jusque dans le corps physique. D'accord. Les autres, l'énergie qui arrivait avant, qui est descendue dans Jésus, qui est descendue dans Mahomet, n'avait pas ce potentiel-là. Et encore que dans Mahomet, c'est descendu beaucoup plus bas que dans Jésus. Cette énergie, à mon sens, a commencé à descendre beaucoup plus sur la terre au XIIIe siècle, quand il y a eu les premiers stigmatisés chrétiens. Ça touchait le corps déjà, t'as vu? Ouais. Et le premier vraiment qui en a réellement parlé, c'était Sri Aurobindo. Et lui disait que, en fait, c'était la seule énergie qui pouvait aller jusqu'au mental des cellules. Mental des cellules. Le mental des cellules. Donc il pouvait péter la mentalisation cellulaire. D'accord. Tu vois? Donc c'est la mentalisation de l'espèce humaine. Mais pourquoi ça doit péter la mentalisation de l'espèce humaine? Parce qu'il y a quelque chose que l'humanité doit se départir pour évoluer, c'est sa mentalité animale. L'être humain est un animal. Oui. Il est issu d'une base animale. Si vraiment l'être humain a un potentiel d'évolution et qu'il doit suivre ce chemin d'évolution grâce au supramental, ça sera, on va dire, la transcendance vraiment, au sens divin du terme, la transcendance, cette mentalité animale, instinctive, grégaire. Donc tout ça, ça va être brûlé. Ça n'existera plus. Ça n'existe plus. Au revoir. Au revoir. Bon débarras. Bon débarras. Donc toujours dans ce dernier chapitre, on arrive d'ailleurs à la fin du dernier chapitre, où dans ce passage il est dit « Il convient néanmoins pour l'homme d'accomplir ce dont pourquoi il est sur terre, en toute responsabilité de vivre ce qui est, c'est-à-dire sa transformation. » Tu sais, je me suis longtemps posé... Alors je me suis aperçue que c'était à l'adolescence qu'on se posait ce genre de questions. Alors ça restait ou ça restait pas après, hein, en grandissant. Mais à l'ado, si tu regardes bien, tous les ados se posent cette question. Putain, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Tu vois, pourquoi je suis là? Oui, bien sûr, on s'est posé cette question. Et à cet âge-là, moi, je m'étais vraiment fixé le pari, si tu veux, de maintenir cette question toute ma vie, en fait. Et de trouver la réponse. Je me suis dit, il y a une raison. On n'est pas là pour rien, quoi. Et si à un moment donné, la vie, c'est payer des factures, hein, faire des gosses, construire sa maison, et puis basta, on s'en va, mais c'est petit, quoi. C'est petit. Tu vois? Et je me suis dit, mais ça peut pas être ça, la vie. Petit, restreint. Ouais, alors que la vie, c'est pas restreint. C'est tout sauf restreint, la vie, tu vois. C'est clair. C'est clair avec un grand C. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais on est là pour autre chose. Forcément, on est là pour autre chose. Et je te jure que je me la suis posée, mais intensément, cette question. Et je me suis posé une autre question intensément, mais qui je suis? Tu vois? La question ultime. La question ultime, mais qui je suis? Et après, est-ce que je suis vraiment? Vraiment, est-ce que je suis? Tu vois? Ouais, ça c'est des questions. Mais je te jure que je me la suis posée, mais vraiment, mais intensément, et tellement intensément, qu'à un moment donné, il y a eu un crash dans mon cerveau, quoi. Et la lumière est arrivée. Lumière! Alors, j'ai pas vu une ampoule qui s'est allumée, si tu veux. Mais il y a quelque chose qui m'a paru évident, et je me suis dit, mais si je suis là, c'est à un moment donné pour mourir à moi-même et pour évoluer, quoi. Pour qu'il y ait une transformation. Enfin, sinon, je ne suis pas. Sinon, voilà. tu n'es pas. Tu vois?
Enfin, c'est ce qui m'a paru le plus évident. La vie, c'est l'être. Tout ce qui ne fait pas partie de l'être, c'est le non-être. Et si je ne suis pas, bah, qu'est-ce que je fous sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Tu vois? En gros. Bah, c'est clair. Et j'arrive sur un dernier passage que j'ai retenu dans le dernier chapitre, toujours vers l'être non mental. Je trouve que c'est un passage qui termine bien en plus le livre. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avertir d'un effondrement imminent. Il s'agit de crier haut et fort que l'effondrement de l'humanité est en cours. Nous sommes à la fin du monde mental connu. Pour clore ce livre. Voilà. Ça résume bien, hein, c'est pas mal. Hein. La conclusion. Cette conclusion. Et encore, comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai été gentille. Hein, parce que vraiment, je me suis retenue de mettre nous sommes contemporains de la fin du monde, tu vois. Comme le disait Solaris. Donc je vais répéter quand même le titre du livre, hein, quand même. Dynamique solaire de l'aliénation mentale à l'être intégral. Pourquoi l'humanité vit une crise existentielle de Juste Devrin. Bon, en tout cas, merci Christelle pour ce podcast, épisode numéro 9. Ça a été un plaisir de débriefer ton livre, qui, je rappelle, est sorti aux éditions thebookedition.com, dont je mettrai le lien dans la fiche de description du podcast et tous les liens qui vont avec. Bah, écoute, merci vraiment à toi de m'avoir invité, Mehdi. Merci à toi et à bientôt pour un nouveau podcast.